passe le relais à Hélène Frade. Voilà. Je fais la chronique à condition de recevoir le sable. C'était exactement, c'était le deal. Vraiment, j'ai pas le choix. Merci Georges Lédric. Allez Hélène, vous avez lu les journaux français pour nous ce matin et on parle beaucoup de ces législatives en Espagne. Le Parti conservateur est en tête, mais il n'a pas de majorité. Avec 28,7% des voix, le Parti populaire reste très en dessous effectivement de la majorité absolue. Une victoire donc aux airs de défaite d'après Le Monde qui évoque la remarquable percée des deux nouveaux venus, Podemos, le parti anti-austérité, et Ciudadanos, issu de la société civile, respectivement 20,7 et près de 14% des voix. Une poussée qui sonne le glas du bipartisme et de l'alternance classique entre le Parti populaire donc et le Parti socialiste espagnol qui plafonne à cette élection à 22% des voix. Place maintenant donc au casse-tête des alliances, un jeu qui s'annonce très compliqué, avec peu de chances d'aboutir, nous dit le Parisien, qui juge envisageable qu'aucune négociation n'aboutisse, ce qui rendrait l'Espagne ingouvernable et obligerait les Espagnols à retourner aux urnes. On continue également à parler des régionales françaises cette fois-ci et la presse réfléchit toujours aux leçons qui doivent être tirées de ce scrutin. Comment redonner confiance à des électeurs de plus en plus tentés par le Front National malgré le coup de semonce des régionales et alors que les sémillants trentenaires de Podemos et Ciudadanos émergent en Espagne, en France, les papis font de la résistance, regrette le Parisien, qui décrit des hommes et des femmes politiques français accrochés à leur fauteuil. Jean-Marie Le Pen a été élu pour la première fois il y a 59 ans. Jean-Marie Le Pen, donc pour le Front National. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement socialiste, est élu depuis 1983. C'est d'ailleurs la date à laquelle Alain Juppé, chez les Républicains, décrochait son premier mandat. Manque de relève, manque de renouvellement. Et l'on ne vous parle pas de Bernard Tapie et du mépris de la chose politique que représente son pseudo-retour, fustige le Parisien. Bernard Tapie, vous le disiez, à 72 ans, ex-ministre de François Mitterrand, qui a donc annoncé son retour en politique. L'homme d'affaires qui vient d'être condamné, on le sait, à rembourser l'argent qu'il a reçu dans le cadre de son contentieux avec le Crédit Lyonnais, dit avoir été motivé justement par les résultats des régionales qu'il perçoit comme un signal d'alarme pour tous ceux qui ont l'envie et la compétence d'apporter des réponses aux problèmes du pays. Je le cite, « Il veut, soutient-il, faire quelque chose contre le Front National ?» D'après Le Monde, personne ne peut contester mes succès passés face au FN, notamment aux européennes de 94, quand je l'avais ramené à 10% des voix. C'est toujours faisable, à condition d'opter pour les bonnes méthodes, je le cite. Mais le moins que l'on puisse dire, Natacha, c'est que son annonce ne semble réjouir personne. Manquait plus que Bernard Tapie cingle Libération qui voit dans ce prétendu retour la contre-attaque d'un justiciable contrarié, je cite, à juger par le silence charitable qui a accompagné cette déclaration. Il semble que ce vieux sketch commence à lasser, constate le journal qui relève qu'un seul responsable politique, le maire d'extrême droite, Robert Ménard, s'est manifesté. Tapis pour lutter contre le FN, 1 million de voix en plus pour Marine Le Pen, je le cite. C'est évidemment exagéré, mais peut-être pas entièrement faux, prévient Libé. Bernard Tapie, qu'on retrouve dans le dessin de Willem, juché sur la cime d'un sapin de Noël. Je n'ai plus rien à perdre et je ne donne pas de cadeau. En tout cas, ce n'est pas un cadeau pour tout le monde, si l'on en croit la presse française. À la une également de ces journaux français ce matin, cette résolution adoptée vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Cette résolution ouvre-t-elle la voie à une solution politique en Syrie? Voilà la question de l'humanité qui rappelle que ce conflit dure depuis mars 2011, qu'il a fait près de 250 000 morts et des millions de réfugiés. Les membres du Conseil de sécurité demandent un cessez-le-feu sauf contre le groupe État islamique et le Front Al-Nosra et des négociations entre les différentes composantes de l'opposition pour former un gouvernement de transition. Ils n'ont pas évoqué en revanche le sort de Bachar el-Assad. C'est ce que souligne La Croix, qui salue néanmoins une avancée diplomatique et le fait que les grandes puissances reconnaissent implicitement que le dialogue et la négociation sont des voies plus assurées qu'un engagement militaire pour un retour à la paix. Alors cette feuille de route pour sortir de la guerre est une première, en tout cas si l'on en croit le Figaro. Le journal prévient toutefois que son application sera extrêmement ardue. Le Figaro qui rappelle que le groupe État islamique contrôle toujours près de 40% du territoire syrien. Un djihad, entre guillemets, qui se manifeste aussi par des techniques de propagande high-tech. Et c'est ce que rappelle Libération, qui raconte la façon, avec un grand dossier, dont les djihadistes font leur com, en empruntant, entre autres, des techniques empruntées au cinéma.
sans transition aucune, histoire de vous changer un peu les idées. Je vous invite à acheter ainsi ce résumé, petit résumé en chiffres concocté par Libération. En vrac, 72% des Français disent préférer éviter d'aller chez leurs beaux-parents à Noël, tout de même. 35% auraient au moins reçu un cadeau indésirable. Près de 24% disent redouter de se voir offrir un fer à repasser. Enfin, 27% assurent préférer offrir un cadeau que de recevoir un bras hypocrite, peut-être. Moi, en tout cas, j'ai ce qu'il faut. Oui, vous êtes contente, en tout cas. Je suis comme une enfant. Merci.